Bonjour Monsieur Calame. Bonjour madame. Bienvenue à Dijon, Merci. à l'Université de Bourgogne. Magnifique. Et participer à l'atelier, au deuxième atelier de l'Empowerment, donc organisé par le réseau Transition. Je vous en prie. Je vais vous poser 4 questions. Alors, en quoi cette question de l'Empowerment, dans un contexte de transition, rejoint-elle vos propres travaux ? Je crois qu'on est dans une période, peut-être pas de démission intellectuelle, peut-être pas de faillite des classes dites dirigeantes, mais en tout cas dans une période où les uns et les autres ont perdu leur superbe et où les appareils institutionnels universitaires ou autres tendent à transmettre, à reproduire d'anciens modèles, et les classes présumées dirigeantes à continuer à fonctionner sur la base d'une ancienne vision, en particulier de l'État, de la gouvernance, de l'économie. Je crois que la formule de Keynes, disant que les responsables politiques étaient les esclaves d'économistes déjà morts et dont ils ignoraient le nom, n'a jamais été aussi vrai. Et dans ces conditions, même si l'innovation locale est loin d'être suffisante, c'est dans cette effervescence et de réflexion et d'action de gens qui sont confrontés aux défis tels qu'ils sont de la société, que émergent des éléments de réponse. Ils ne suffisent pas, mais qui sont tout à fait décisifs. Et dans un pays comme le nôtre, qui est resté quand même foncièrement centralisateur, foncièrement élitiste, et foncièrement convaincu que les citoyens sont des gens en permanence à informer et informer, mais qui n'ont pas de capacité de réflexion propre, il est absolument vital de soutenir des dynamiques ou inverses, où on dit, mais confrontés aux défis qui sont les nôtres, qui sont des défis à la fois mondiaux et locaux, les gens peuvent inventer non seulement des réponses concrètes, il ne faut pas renvoyer l'empowerment à l'action locale, mais confronter, y compris à la nécessité d'inventer une vision. Je pense que le Brexit nous a montré que c'est maintenant aux citoyens d'inventer l'Europe de demain face à des institutions devenues totalement impuissantes pour le faire. Donc vous avez dit que l'innovation locale était loin d'être suffisante, mais qu'il y avait quand même une nécessité d'inventer une vision. Mais est-ce que la participation des citoyens n'est pas une condition essentielle pour construire une société durable ? C'est quand même eux les acteurs de cette société. Ça dépend comment on entend la participation des citoyens. Malheureusement, en France, elle est souvent entendue de manière presque maternaliste, comme une meilleure association des citoyens aux politiques que, dans leur grande sagesse, les dirigeants locaux ont bien voulu concevoir et leur octroyer. Alors, c'est plus du tout dans ces termes que ça se pose. J'étais extrêmement frappé, j'étais rapporteur général d'un congrès international qui est intéressant, qui s'appelait EcoCity à Nantes en 2013. Il y a une masse d'ateliers. Et ce qui ressortait comme les yeux au milieu du visage, c'est que maintenant, il fallait admettre que l'innovation peut venir de partout. Et qu'il ne s'agit pas seulement d'associer à des politiques conçues ailleurs les citoyens, que dans d'autres cas, c'est les citoyens qui étaient en avance. Il faut sortir un peu du mépris mutuel, parce qu'il y a mépris mutuel assez souvent, même s'il est caché, même s'il est dissimulé sous des formes de respect multiples et diverses. Des dirigeants qui disent on voudrait, mais malheureusement, il y a des forces de réaction qui l'empêchent, et Dieu merci, nous sommes là pour former les citoyens. Puis des citoyens de l'autre qui disent écoutez, il y a plein de choses à faire, malheureusement, nos dirigeants, ils ne comprennent rien, ils bloquent, si vous voulez. On est quand même
encore dans une période mépris est un terme inapproprié, mais enfin, d'une certaine manière de sous-estimation du tout. Et avec une difficulté, mais on le voit aussi dans le domaine du dialogue social, tout simplement, à coopérer, à se respecter, à inventer des modes de coopération. On va revenir sur les modèles économiques actuels, donc modèle du partage, modèle coopératif, l'économie collaborative, circulaire, sociale. Qu'est-ce que vous inspire tous ces modèles-là? Cette multiplication de modèles économiques? Trois choses. La première, c'est que de plus en plus de gens se rendent compte que l'espèce de dualisme traditionnel, bien marchand, bien public, ne résiste ni à l'analyse, ni à la complexité concrète du monde. Et donc dans l'entre-deux que sont en train de se jouer énormément de choses. Le deuxième, c'est que il se passe des choses très importantes, mais qu'il faut éviter de suridéologiser. La coopération est compliquée, et est compliquée dans la durée. Souvent, on m'interroge sur qu'est-ce que vous pensez de la gestion des communs. Je suis extrêmement passionné par tous ces réseaux qui se développent autour de l'idée de commun. Mais, quitte à doucher l'enthousiasme, je rappelle quand même que l'exemple même des communs, c'est les parties communes des copropriétés. Quiconque a participé à une assemblée de copropriétaires comprend que ce n'est pas de la tarte. C'est pas de la tarte. Et il faut savoir, a fortiori, encore une fois, dans un pays comme le nôtre, qui est sur le triple registre de la compétition, de la centralisation et d'un modèle social fondé sur la lutte, la coopération n'est ni naturelle, ni facile. Ni facile. Aussi bien au niveau local qu'au niveau international. Je prends quelquefois l'exemple, puisqu'on n'est pas très loin de la Suisse ici, dans la plupart des immeubles suisses, vous avez tout simplement des machines à laver collectives. Vous pouvez les chercher dans un ensemble résidentiel français, qui soit HLM ou qui soit le luxe, peu importe. C'est très rare. Donc, si vous voulez, attention à ne pas plaquer une magnifique idéologie coopérative sur une réalité où la coopération est difficile et coûteuse en temps et en énergie, en conflit. Voilà. Mais ceci étant, effectivement, c'est des espaces formidables d'invention. Et puis, effectivement, 3, c'est cette somme d'innovation, j'en écris beaucoup dans mon ouvrage sur l'économie, est tout à fait essentielle. C'est le terreau dans lequel s'invente quelque chose, mais une somme d'innovation ne fait jamais une transformation systémique si on n'offre pas un cadre conceptuel qui permette de donner cohérence à tout ça. Si vous voulez, l'immense force de l'économie classique n'est pas de refléter la réalité, tout le monde sait qu'elle ne la reflète pas, mais tout simplement de proposer une transaction cohérente qui va depuis le comportement du consommateur jusqu'à la macroéconomie. Tant qu'on n'a pas, et c'est le sens de mes efforts en tout cas, tant qu'on n'a pas construit un modèle intellectuel, je dirais, d'une même potentialité de cohérence, on additionne des innovations locales et on découvre qu'elles n'ont pas suffi. Je rappelle quand même toujours que la déclaration de Rochdale, qui a donné naissance en Angleterre au grand mouvement coopératiste du XIXe siècle, ça a bientôt 2 siècles, et que concrètement l'économie sociale et coopérative reste relativement marginale 2 siècles après. Donc dire que ça a conquis le monde automatiquement par les vertus de la coopération, non, non et non. Alors malheureusement, donc il faut, je veux dire, Michel Rocard vient de décéder, j'étais un de ses amis, et je suis fidèle à l'idée que collons-nous au fait. Je reviens sur votre livre Essai sur l'économie. Vous dites que pour faire des monnaies complémentaires un instrument de droit commun et lui donner une nouvelle ampleur, c'est l'attitude des collectivités territoriales qui est cruciale. Et moi, je voulais savoir, au-delà des aléas politiques, est-ce que vous pourriez imaginer d'autres modèles économiques pour ces monnaies complémentaires? Si vous voulez, premièrement,
anthropologiquement, une monnaie, c'est une communauté et vice-versa. C'est ça. Bon. Et donc, dès lors qu'on est des communautés à différents niveaux, il ne peut y avoir que pluralisme des monnaies. Oui. Ce qui est absurde dans le débat sur l'euro, c'est que c'est à un moment donné le Financial Times, qui n'est pas réputé pour une passion novatrice et coopérative, je crois que ça se saurait, qui a mis sur la table le fait que la Grèce ne peut pas s'en tirer avec une seule monnaie. Je veux dire, ou vous retirez de l'euro et vous revenez à la drague, ou vous restez juste à l'euro, c'est absurde. Parce qu'il fallait précisément retisser la relation locale, et pour retisser la relation locale, il faut des systèmes d'échange. Les systèmes d'échange s'appellent la monnaie. Alors maintenant, avec les porte-monnaies électroniques, c'est extrêmement facile. Et pour les mêmes raisons, une monnaie, une seule dimension ne tient pas debout. Pourquoi est-ce qu'on est capable de conduire la transition énergétique? Pour une raison que n'importe quel enfant d'école primaire comprendrait. C'est-à-dire qu'on utilise la même monnaie pour payer ce qu'il faudrait développer, qui est le travail humain, et ce qu'il faudrait épargner, qui est l'énergie fossile. Impossible, c'est acheter un chat dans un sac. Ça ne tient pas debout. Donc, qu'est-ce qui bloque? Eh bien, il bloque une théorie de la monnaie qu'on trimballe d'il y a plusieurs siècles. Et encore une fois, c'est mon histoire de Keynes, on est esclave d'économistes morts dont on ne connaît même pas le nom. Donc il faut absolument inventer. Il n'y a aucun problème technique maintenant qui se pose. N'importe qui a des miles de sa compagnie aérienne ou des points de fidélité de son supermarché du coin. C'est enfantin, si vous voulez. Et donc les blocages, et c'est là où, je disais, les innovations locales ne suffisent pas s'il n'y a pas un corpus théorique qui est dire maintenant, on arrête de rigoler. On arrête de rigoler. L'énergie fossile est une monnaie de plein droit et il faut la gérer comme telle, si vous voulez. Donc ce qui me fascine, c'est le nombre d'évidences qui se heurtent à des murs juste parce que les gens refusent de réfléchir. Ou sont tellement prisonniers, dire ouais, oui, mais si les grands économistes prix Nobel l'ont pas inventé, c'est forcément que c'est pas possible. Oui, donc arrêtons. Alors là, l'empowerment, il est là. Regardons les choses. Et ça, je dois dire, effectivement, avec la disparition de Michel Rocard, on perd un des seuls hommes politiques qui était capable de penser par lui-même. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à ces questions.